Imaginez une situation où chaque seconde est cruciale, où l'environnement est tout aussi dangereux que la blessure elle-même. Dans ce chaos total, une méthode toute simple a complètement changé la donne pour la survie. Aujourd'hui, on va décortiquer le protocole MARCH. C'est la séquence qui fait toute la différence. Allez, on y va, droit au but. Voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi les règles classiques ne s'appliquent pas ici. Ensuite, on décomposera le protocole marche étape par étape. Et pour finir, on verra comment on l'adapte sur le terrain. Un plan clair pour gérer le chaos. On commence avec la première partie, le chaos et la règle. Ici, on va comprendre pourquoi les gestes de premier secours qu'on connaît tous peuvent devenir une erreur, parfois même une erreur fatale, dans un environnement hostile. La question est directe, brutale, mais elle est essentielle. C'est exactement le problème que les soins tactiques cherchent à résoudre. Quand le temps est compté et que le danger est partout, quelles sont les vraies priorités? La réponse, vous allez voir, elle est assez contre-intuitive. Ce qu'on voit là, c'est une véritable révolution. On a tous appris le fameux ABC, Airway, Breathing, Circulation. C'était la règle d'or, sauf que les données du terrain, elles, sont formelles. La première cause de décès qu'on aurait pu éviter sur un champ de bataille, ce n'est pas l'asphyxie, non, c'est l'hémorragie massive. Alors le protocole marche, il inverse tout. Il met le M de Massive Bleeding en priorité absolue. On arrête l'hémorragie et on le fait tout de suite. Cette simple inversion a radicalement, et je pèse mes mots, augmenté les chances de survie. On passe donc à ce fameux plan, le protocole marche. C'est un acronyme simple, oui, mais il a été conçu pour être appliqué sous un stress extrême, justement pour amener un peu d'ordre dans le chaos. Et le voici dans son intégralité. M, A, R, C, H. 5 lettres, 5 étapes, dans un ordre qui n'est absolument pas négociable. L'idée, c'est qu'on ne passe pas à la lettre suivante tant que le problème de la lettre actuelle n'est pas réglé. C'est cette discipline qui sauve des vies. Mémoriser cet ordre, c'est déjà avoir un outil de survie puissant. Bon, maintenant, décortiquons les 2 premières lettres les plus urgentes. Celles qui, vraiment, font la différence entre la vie et la mort dans les toutes premières minutes. Le M, donc. Hémorragie massive. C'est l'ennemi public numéro 1. Il faut se rendre compte qu'un blessé peut mourir d'une hémorragie à un membre en moins de 3 minutes. L'objectif est donc simple, brutal. Arrêter ce saignement. Et le faire maintenant. Tout le reste, absolument tout, peut attendre. Alors comment on fait? Les actions sont claires, directes. L'outil principal, c'est le garrot. On le pose haut sur le membre, à au moins 5 cm au-dessus de la blessure, et on le serre. On le serre jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Complètement. Pour les zones où on ne peut pas mettre de garrot, on utilise des pansements spéciaux, des pansements hémostatiques, et on implique une compression très forte. Une fois que le M est réglé, et seulement à ce moment-là, on passe au A. Airway, les voies aériennes. On a sauvé le sang, maintenant il faut s'assurer qu'il est bien oxygéné. C'est vital de vérifier que le passage de l'air vers les poumons est libre. Pourquoi? Parce qu'un blessé inconscient peut s'étouffer avec sa propre langue en quelques secondes. Les gestes pour ça sont souvent simples, mais ils sont vitaux. Par exemple, mettre la victime en position latérale de sécurité, la fameuse PLS, pour éviter que la langue ne bloque le passage. Ou alors, si la conscience est altérée, on peut insérer une canule nasopharyngée pour maintenir les voies aériennes ouvertes mécaniquement. Allez, on continue avec les 3 dernières lettres, R, C et H. Une fois que les menaces immédiates sont gérées, l'objectif, c'est de stabiliser le blessé de l'intérieur. R comme respiration. Maintenant, on vérifie si les poumons font leur travail correctement. On cherche activement des blessures au thorax et surtout une en particulier, le pneumothorax sous tension. Pour se faire une image, c'est comme si un pneu se gonflait à l'intérieur de la cage thoracique en écrasant le poumon et le cœur. C'est un tueur silencieux et très rapide. La solution? Eh bien, pour un trou dans la poitrine, ce qu'on appelle une plaie soufflante, on utilise un pansement spécial qui agit comme une valve. Il laisse l'air sortir, mais l'empêche d'entrer. Mais si la situation devient vraiment critique, que la pression monte dangereusement, l'intervention ultime, c'est la décompression à l'aiguille. Et cette procédure, attention, c'est de la précision chirurgicale sur le terrain. Il n'y a aucune place pour l'erreur. On parle d'une aiguille, d'un calibre et d'une longueur bien spécifique qu'on insère à un endroit exact, le 2e espace intercostal, sur la ligne médioclaviculaire. 1 centimètre trop bas ou trop haut et le geste qui devait sauver une vie devient dangereux. La précision ici, c'est tout. Vient ensuite le C de circulation. Maintenant que les hémorragies externes sont stoppées, on va chercher s'il n'y a pas un saignement interne et si le corps n'est pas en train d'entrer en état de choc. Le meilleur indicateur sur le terrain, c'est tout simple, le pulse radial, celui qu'on sent au poignet. S'il n'est pas là, c'est un signal d'alerte majeur. Donc on surveille les signes de choc, pas de pouls au poignet, de la confusion. Et un point crucial,
On résiste à l'envie de perfuser à tout va. Trop de liquide peut en fait aggraver une hémorragie interne en augmentant la pression. On ne le fait qu'en cas de choc avéré. Et surtout, on réévalue constamment les étapes précédentes. On arrive à la dernière lettre, H, qui a un double sens, hypothermie et head injury, donc traumatisme crânien. Un blessé qui perd du sang se refroidit très très vite. Et le froid, ça empêche le sang de coaguler correctement. C'est un véritable cercle vicieux mortel. C'est une menace silencieuse, mais absolument redoutable. Ici, les gestes sont simples mais essentiels. Isoler la victime du sol froid, la couvrir entièrement avec une couverture de survie, éviter de l'exposer inutilement. En parallèle, on garde un œil sur son état neurologique pour déceler un éventuel traumatisme crânien en vérifiant par exemple les pupilles ou l'état de conscience. Et pour finir, on aborde la partie la plus tactique du protocole. C'est bien d'appliquer le marche, mais savoir quoi appliquer et surtout quand en fonction du niveau de danger, c'est encore mieux. C'est tout le principe du bon soin, au bon moment, au bon endroit. Ce tableau, c'est vraiment la clé de tout. En zone chaude, c'est-à-dire sous le feu, on ne joue pas les héros. La priorité numéro 1, c'est de riposter et de se mettre à l'abri. Le seul et unique soin autorisé, un garrot, posé en quelques secondes. C'est tout. Ensuite, en zone tiède, à couvert, le calme est un peu revenu, on a le temps de dérouler tout le protocole marche, et enfin, en zone froide, en sécurité, on peut souffler, réévaluer le blessé de la tête aux pieds et préparer son évacuation. Le soin s'adapte à la menace, jamais l'inverse. Ça, c'est l'erreur classique qui coûte des vies. Sous le feu, il n'y a pas le temps de réfléchir. Si ça saigne massivement d'un bras ou d'une jambe, c'est un garrot. Immédiatement. Hésiter une seconde, c'est condamner la personne. Et voilà l'autre erreur fatale. Si on scelle complètement une plaie au thorax, on peut transformer une blessure grave en un pneumothorax sous tension mortel en quelques minutes. Le pansement doit permettre à l'air de sortir. C'est une petite nuance technique, mais qui fait toute la différence. On termine avec cette question. Quand on est sous un stress extrême, c'est la procédure qui prend le dessus. Le protocole marche, c'est ce chemin tout tracé dans le chaos, conçu pour fonctionner quand notre cerveau, lui, est dépassé. Et ça va bien au-delà du contexte tactique. Finalement, face à n'importe quelle crise, avoir un plan simple, mémorisé, c'est ce qui permet de reprendre le contrôle quand tout semble perdu.